août 1960, la République du Congo a cédé à sa souveraineté internationale. 15 août 1960, 15 août 2025, cela fait exactement 65 ans. Le Congo s'affirme au fil des années. Pour en parler sur ce plateau spécial, je reçois pour vous, à ma droite, le chercheur, écrivain, chercheur et enseignant, Aziz Dominique de Marseille. Merci et bonsoir et bienvenue sur le plateau de Vox TV. Merci madame, merci. Tout le plaisir est partagé. Ok, merci. Tout juste à ma gauche, monsieur Daniel Mbani, il est président de l'Association des humanitaires de l'Afrique. Bonsoir et merci et bienvenue sur ce plateau. Et tout juste à ses côtés, Albert Miazoukouta, directeur des publications du bi-hebdomadaire La Semaine africaine. Merci et bonne fête de l'indépendance à tous. Merci. Le président de la République, comme de coutume, hier, il a adressé un message au peuple congolais. Mes chers compatriotes, le 15 août 1960, notre pays accédait à la souveraineté internationale. Nous commémorons cette conquête historique sur le thème « Mobilisés dans la paix, ensemble, poursuivons la marche vers le développement ». À l'heure de la mémoire et du souvenir, notre idéal patriotique commun et partagé demeure toujours la construction d'une nation prospère. Mes chers compatriotes, nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, alors que la paix est dangereusement menacée par un contexte international marqué par la récurrence des conflits armés. Cette situation ne peut faciliter la sortie d'une crise économique lancinante dont les répercussions compromettent le bien-être des populations. Nous assistons aujourd'hui à l'affaiblissement du multilatéralisme, aux confrontations des puissances économiques et à la course aux armements, autant de facteurs qui mettent en danger la paix mondiale. C'est pourquoi j'appelle notre peuple à une mobilisation plus accrue, à une vigilance sans faille et au renforcement de notre capacité de résilience. Nous ne devons pas considérer les difficultés que nous rencontrons comme une fatalité. Il nous faut plutôt y voir des opportunités de parvenir à la réussite dans la vie qui, elle-même, est un combat. Les générations montantes devraient prendre le flambeau du panafricanisme pour pérenniser cette dynamique d'intégration pour une Afrique ayant des atouts considérables pour son développement et qui atteindra d'ici à 2050 2 milliards d'habitants majoritairement jeunes. L'avenir du monde reste sous-tendu par la disponibilité en surface cultivable, en apport solaire et en eau douce. Des atouts dont dispose notre pays, doté de vastes étendues de sols arables et fertiles, d'un niveau d'ensoleillement
adéquats pour l'agriculture et d'un dense réseau hydrographique. Aucun pays ne peut être seul aujourd'hui un îlot de croissance ou de prospérité et prétendre aller au développement dans l'autarcie et les souverainetés étroites qui consacrent les égoïsmes sclérosants. Fondé sur l'intégration des États et le mieux vivre ensemble de nos populations, qui se traduit ici par le triptyque de notre belle devise: unité, travail, progrès. Bonne fête de l'indépendance à tous. Vive le Congo, vive la République. Je vous remercie. Pour le président, la célébration des 65 ans de l'indépendance est marquée sur le signe de la paix. Il a dit sur le thème mobilisé dans la paix, ensemble poursuivons la marche vers le développement. Monsieur Azy Dominique de Marseille, pourquoi le président a toujours insisté sur la paix et le développement? Parce que c'est un ensemble qui va de pair. Il est impossible de parler paix et de parler développement sans paix, tout comme le développement amène la paix et la paix conditionne le développement. On ne peut pas parler progrès, développement sans paix. En fait, dans la vie, il y a des mots qui sont des mots qui centralisent la vie humaine. Il y a l'amour et la paix qui sont deux mots fondamentaux. L'amour permet tout, l'amour pardonne tout, l'amour crée la progression dans tous sens. Mais l'amour a besoin de la paix pour exister. Quand il y a la guerre, ça torpille de partout. L'amour n'existe pas, le développement n'existe pas. Donc ces deux mots-là, qui sont des mots au centre de la vie humaine, l'amour et la paix, c'est des mots qui, ensemble, concourent au développement. Mais des deux, la paix surplante l'autre parce que on ne crée l'amour que dans la paix. Quand il y a la guerre, l'amour s'en va. Quand il y a la paix, l'amour s'installe. Et les deux conduisent au développement. Ok, merci, Monsieur Azy Dominique de Marseille. Est-ce que pour vous aussi, vous partagez l'avis que la paix est le credo pour prétendre au développement pour une nation? Pour nous, la semaine africaine, qui existe depuis 1952, c'est ça, oui, septembre de 1952, c'est un thème tout à fait, comment dire, familier, qui a voisiné, qui a cheminé avec l'existence du journal. Donc, nous sommes un peu plus vieux que la République de ce point de vue-là, mais c'est un thème qui nous est familier parce que, en plus, c'est un thème biblique. La Semaine africaine est un journal d'obédience catholique et donc nous ne pouvons pas. Donc, dans les années 60, le pape Paul VI déclarait que le développement, le mot développement avait pour synonyme la paix. Et donc, voilà, nous avons cheminé dans ce voisinage-là de familiarité entre des mots qui ne sont pas, qui ne s'excluent pas l'un l'autre, mais qui installent l'un dans l'autre lorsqu'ils sont vécus, observés. Donc, le président de la République le sait, tout cela. Et puis, nous avons connu dès l'indépendance, dès la veille de l'indépendance, des épisodes qui nous ont montré que la paix était effectivement une valeur mais fondamentale. Et donc, nous ne pouvons pas nous en départir, quels que soient les déboires que nous avons connus dans notre cheminement. Nous ne pouvons pas ne pas nous y référer, ne pas rappeler aux jeunes générations qui viennent que nous sommes installés dans une dynamique qui veut que nous atteignions le développement, mais en passant par la paix. Est-ce que 65 ans après, M. Azy Dominique de Marseille, peut-on prétendre parler de la souveraineté du Congo en tant que nation? Bien sûr, mais la souveraineté, dans le cas du Congo, elle a été décrétée dans un beau discours prononcé par Malraux. Et nous voici indépendants. Yulu a fait ce discours qui proclame cette indépendance.
mais nous l'avons et sur papier et de manière réelle. Nous sommes un État souverain. Nous décidons par nous-mêmes. Je mets là entre guillemets tout ce que je dis, parce qu'évidemment, quelles que soient les intrusions de certaines puissances, mais il y a quand même le peuple congolais qui est souverain. Nous ne sommes plus une colonie d'un pays. L'indépendance nous a consacré cette autonomie, nous a consacré cette liberté, nous a consacré le fait d'évoluer par nous-mêmes. Une forme d'autodétermination qui nous rend forts et libres. Ce n'est plus la dictée de X ou Y. Le Congo peut décider de son avenir, bien sûr dans la coopération. Nous mettons en coopération avec d'autres États, mais ça n'enlève en rien que nous soyons petits, que nous soyons faibles, que nous soyons économiquement petits, militairement petits ou financièrement petits. Ça ne nous enlève pas notre indépendance. C'est parce que vous n'avez pas à manger chez vous que vous ne devenez plus vous, que parce que le voisin qui est à côté est plus riche que vous, qu'il prend votre indépendance. Non. Est-ce que cette indépendance n'est pas de façade, M. Azid Dominique? Je dis non, pas de façade. C'est une indépendance au peuple congolais de cimenter son indépendance, au peuple congolais de donner des armes à cette indépendance, au peuple congolais de prendre conscience que 65 ans, c'est un enfant qui est parti au 3e âge. Ce n'est plus la jeunesse là. Et à ce niveau, l'âge de la maturité. Voilà, de la maturité. À ce niveau, on interpelle la conscience collective. Qu'elles se disent, en 65 ans, qu'est-ce que je suis devenu? Un homme, quand il atteint 65 ans, il équivaut à quoi? Ce n'est plus le bambin de la rue. Il voit les choses plus grandes et plus haut. Il aspire à un développement encore plus sage. C'est l'âge de la maturité, de la sagesse. Il peut maintenant commencer à conseiller tous les petits qui sont à côté. Okay, on ne peut pas avoir 65 ans et continuer à dire que nous sommes des gars. Mais non, j'ai bien précisé que ce n'est pas parce que nous avons une dépendance économique, financière et militaire, tout ce qu'on sait, qu'il y a des grandes puissances militaires et tout, qui nous enlèvent notre indépendance. Non. Parce qu'au Conseil des Nations, madame, quand le Congo lève le doigt, les États-Unis, grandes puissances lèvent le doigt, la France lève le doigt égal des États. Voilà, c'est là l'égalité au niveau au Conseil des Nations. Le Congo est une voix, la France 5e puissance est une voix, la Russie comme l'Allemagne, c'est également une voix, une voix, une voix. On ne dit pas parce que vous êtes super puissant qu'au niveau international vous avez double voix. Non, c'est ça qui caractérise les dépendances et au niveau du droit international. Merci. Azid Dominique de Marseille, en tant qu'écrivain, chercheur, on le connaît. Voilà, dans la profession, c'est un visage connu. Ok, mais Monsieur Albert Miazoukuta, aujourd'hui, 65 ans après, la monnaie que nous consommons, notre monnaie nationale, est éditée, pas dans un État africain, mais outre, dans un autre continent. Est-ce pour autant dire que le Congo est un pays souverain? Alors, écoutez, le problème, la réponse ne peut certainement pas se limiter à un oui ou à un non sec. Pourquoi? Parce que la souveraineté suppose aussi que nous ayons un certain nombre d'instruments d'affirmation de cette souveraineté. Que nous ayons, vous en avez parlé, la monnaie, que nous ayons le drapeau, que nous ayons l'hymne national et que notre voix sur la scène internationale soit connue et respectée. Or, il nous arrive de rencontrer dans le cheminement de notre nation des exemples qui nous indique qu'il nous faut tempérer cet enthousiasme-là de la souveraineté tous azimuts. Elle existe, bien sûr, le Congo, c'est un drapeau, il a une capitale, il a une représentation des institutions politiques. Nous avons l'affirmation aussi de notre dignité en tant que nation. Mais nous n'avons pas de monnaie souveraine. Il faut reconnaître. Nous n'avons pas non plus sur certains aspects des choses. Là, nous venons par exemple de nous rendre compte, vous savez, l'argument qui aujourd'hui enflamme tous les réseaux sociaux. On a dit, nous avons notre candidat à la direction de l'UNESCO et qui vient d'être, je ne dis pas torpillé, mais enfin, voilà, nous attendions à ce que la France soutienne. D'ailleurs, nous avons été capitale de la France libre. Mais voilà, donc ça aussi, ce sont des exemples de parcours qui nous indiquent que de temps en temps, nous devons quand même nous rendre compte que la souveraineté, elle ne se déclare pas seulement, oui, M. Malraux l'avait dit donc en 60, c'est vrai, il nous reste à l'acquérir, nous continuons à être dépendants d'un point de vue alimentaire. Merci, M. Albert Miazoukuta. Est-ce que vous partagez la vue que la souveraineté n'est pas seulement sur papier, il faut vraiment s'affirmer par les actes, il faut s'affirmer par votre manière de faire, Monsieur Daniel Mbani? Oui.
même malgré le fait que nous sommes souverains, nous sommes chez nous, nous avons notre pays, mais il y a toujours cette affaire de colonisation du colon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire effectivement un examen de conscience, comprendre que 65 ans, 5 ans après, c'est la maturité. La maturité, oui. Et que il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde. Le Congo est dans le monde. Et quand on est dans le monde, il y a des influences, que ce soit au niveau économique, à tous les niveaux. Il y a des aspects qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc, aller vers c'est-à-dire la monnaie, on n'y va pas parce qu'on est fâché, et il y a la France. Non. Nous, aujourd'hui, on est des cadres. Hier encore, dans les années 60, on pouvait les compter. Aujourd'hui, le Congo, que ce soit ici à Brazzaville, que ce soit même à l'extérieur, il y a des cadres formés, diplômés, mais qui peuvent réfléchir sur des nouveaux schémas qui doivent nous sortir de cette dépendance souvent économique et à tous les niveaux. Mais il ne s'agit pas de se plaindre. Merci, l'heure n'est plus à 65 ans, l'heure n'est plus à se plaindre. Voilà. Selon vous, monsieur Daniel, Madame. Ok. Oui, vous avez sur vraiment cet aspect, oui, je comprends. Mais je ne crois pas que le fait que nous n'ayons pas une monnaie nous enlève notre souveraineté. Est-ce que les États qui ont leur monnaie sont plus souverains que nous? La RDC a sa monnaie. Est-elle plus indépendante, plus libre, plus évoluée en matière de souveraineté que le Congo? Plusieurs États ont leur monnaie. La monnaie seule ne suffit pas de l'avoir pour dire qu'on est souverain. Encore que cette monnaie-là, à quelle valeur? Je crois que c'est comme je prends l'indépendance d'un pays comme un homme, le Congo. À 65 ans, on peut être grand, on peut être riche, on peut avoir tout, mais on n'aura jamais tout dans la vie. Même le plus riche a besoin d'un plus petit à côté. Regardez les grands États, les grandes puissances. La France, 5e puissance au monde. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu en Afrique? Mais parce qu'elle a besoin de l'Afrique pour se développer. Elle a besoin de l'uranium qui se trouve au Niger. Elle a besoin du pétrole qui se trouve au Congo. Merci. Mais elle est indépendante. Pourtant, elle aurait pu D'accord. dire, écoutez, moi j'ai mon pétrole chez moi, j'ai mon uranium chez moi, je suis indépendant. Elle est obligée de coopérer avec les petits États et pour arriver là. Comme les petits États aussi ont besoin de coopérer avec les grands États et pour réparer leurs petites faiblesses. Selon les pensées que nous soyons indépendants, Merci. que eux-mêmes grandes puissances soient Merci, indépendants. doyen Aziz Dominique de Marseille. Voilà. Je reviens pour vous, Albert Miazokuta. En tant que directeur des publications de la Semaine africaine, le président de la République a appelé le peuple congolais à la mobilisation accrue pour faire face à la résilience. Un commentaire par rapport à cet extrait du discours du chef de l'État? Oui, non, ça c'est un discours, en tout cas cet extrait-là, ce segment-là du discours très bien inspiré par les circonstances et les moments. Nous vivons une période difficile, aussi bien économiquement que il a d'ailleurs relevé, et c'est un bienfait qu'il l'ait dit, que donc l'environnement international fait de violences, de guerres, de menaces, de perturbations tout à fait indésirées. Ça c'est vrai, donc, et pas seulement au Moyen-Orient, hein, nous le savons, déjà à côté de nous, la République démocratique du Congo se bat depuis plus d'une vingtaine d'années avec une guerre qui voilà, dans sa partie Est, et avec des répercussions aussi dans tout le territoire de la République, le vaste territoire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est bienvenu que le président de la République nous rappelle aussi à la réalité à laquelle nous faisons face tous les jours, à laquelle nous sommes confrontés, cette réalité de violence et qui nous fait retomber sur le premier argument par lequel nous avons ouvert ce débat, hein? C'est-à-dire le thème de la paix. La paix qui ne s'acquiert pas simplement comme ça en sonnant la cloche, mais en la pratiquant aussi chaque jour individuellement et donc communautairement. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, on ne peut pas critiquer ce point de vue. Merci. Le président a parlé de la mobilisation, a eu pour faire face à la résilience. C'est pour dire que nous devons capitaliser les acquis de la paix pour, pour le fonctionnement efficient de l'État congolais. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est comme ce commandant qui tient le bateau amiral congolais et qui navigue. Et dans cette navigation, il a des moments tumultueux. Il tient le gouvernail de son bateau. Il dit au peuple, tenez bon, quelles que soient les secousses, quelles que soient les meilleures, quelle que soit la mer agitée, eh bien je suis aux commandes. Tout ce que j'ai besoin, je veux de vous. 1, la paix. Deuxièmement, la résilience. Face à toutes les difficultés, la résilience c'est quoi? C'est la capacité de tenir bon contre vents et marées.
je suis aux commandes du bateau, nous allons amarrer, c'est sûr, mais tenez bon. Tenez bon, parce que c'est lui qui fixe le cap. Voilà. Alors, si vous conduisez un bateau comme ça, si tout le monde s'agit, si personne n'est en place, ben, ça va aller dans tous les sens. Voilà pourquoi il demande, la paix, c'est qui crée l'unité, qu'on soit un seul, et ensuite qu'on comprenne. Mais le doyen Mandukuta l'a dit. Moi, je suis écrivain, je regarde l'aspect international. Regardez les guerres partout. Mais ces guerres influencent directement, indirectement les économies africaines, par exemple. Alors, et nous sommes dans un pays où on est en négociation presque permanente avec les institutions de Bretton Woods. Ces négociations amènent quoi? Amènent des réformes. Mais ces réformes ne sont pas toujours de gaieté de cœur. Il faut changer le prix du carburant, il faut changer le prix de l'électricité, il faut réformer l'école, il faut réformer partout parce que ça ne va pas. Alors quand on réforme, les citoyens veulent vite trouver son compte. Ils pleurent l'électricité qui va tous les jours. Ils pleurent l'eau qui va tous les jours. Mais pour les avoir, il faut réformer. La réforme irréversible, indispensable. Alors moi je suis en train de voir la réformer, tenez bon. C'est une petite parenthèse, demain on verra l'embellie. Voilà pourquoi il dit, j'appelle l'unité et je vous dis, tenez bien parce que j'ai fixé le cap, j'essaie là où nous allons. Est-ce que vous partagez aussi l'avis que le président nous demande, nous appelle vraiment à nous armer pour tenir, pour faire face aux circonstances contradictoires et puis à continuer la marche vers le développement du Congo? Vraiment, madame, ce que je vais commencer par dire, c'est que le président Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme qui nous a sortis des troubles. Nous avons traversé des périodes très difficiles dans ce pays. Et il s'est levé courageusement. Un moment où le pays était totalement divisé. Mais il a rencontré toutes les factions, malgré les blessures. Et aujourd'hui, vous pouvez convenir avec moi que aujourd'hui le Congo est uni. L'unité est retrouvée. Ici à Brazzaville, comme partout ailleurs, les Congolais sont unis. Tous les Congolais circulent librement sur l'ensemble du territoire national. Notamment, il a aussi évoqué le vivre ensemble. Mais voilà, sur l'ensemble du territoire national. Il y a quelques années, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, ces dernières années, on n'a pas enregistré des menaces ou des crimes sur des bases ethniques ou régionales enregistrés aujourd'hui au Congo quelque part, où quelqu'un a été agressé, quelqu'un a été menacé parce qu'il est Lari, ou qu'il est Moshi, il est Bembe. Ça n'existe plus, ça fait des années. Mais ça, quand le président, quand je vois sur les panneaux écrits « unité retrouvée », mais c'est la vérité. Et c'est pourquoi le président, tout le temps dans ses discours, donc le président il revient sur la question de l'unité, de la cohésion entre les peuples, la population. Oui, madame. Et quand le président parle de la résilience, tout à fait. Bon, effectivement, nous avons connu ici une période, il n'y a pas longtemps, dans les années 2020, il y a eu Covid. Effectivement, nous avons observé au niveau des parlementaires, toutes les populations s'étaient résiliées pour faire face au Covid. Voilà. Merci, monsieur Daniel Mbani. On va évoluer. Et aujourd'hui, le président, dans son discours, dit en 2050, l'Afrique va compter 2 milliards d'habitants, à majoritaire jeune. C'est un atout qu'on doit capitaliser en tant que Congolais. Oui, mais madame, la première ressource en termes de développement, c'est la ressource humaine. On ne peut pas faire le développement sans les hommes. La première chose qu'on recherche quand on veut créer le développement, c'est la ressource humaine. Parce qu'on a une ressource humaine valide. Le président montre qu'attention, la population est en train d'évoluer crescendo. Oui. En 2050, on est à 2 milliards. Imaginez qu'on arrive à ce chiffre-là, comme vous le dites. Ça veut dire quoi? Et cette population en majorité jeune. Donc le pays sera dans les mains d'une jeunesse, mais une jeunesse qui devait être responsable. Les 2 milliards, c'est en Afrique. Voilà, en Afrique, oui. Tout à fait. C'est un atout que l'Afrique doit avoir. Oui, tout à fait. Et puis quand il parle même dedans, on va arriver par du panafricanisme. Oui. Les valeurs de l'Afrique, les valeurs qui unissent les pays africains, ces valeurs-là. Nous sommes plusieurs États, chacun a sa petite culture, la culture du Congo, du Camerounais, du Sénégalais. Dans cette arc-en-cialité culturelle, le Congo amène sa voix. L'Afrique amène sa voix au rendez-vous de donner et de recevoir. On dit que le monde est devenu un village planétaire. Et chaque continent devient un petit quartier de ce village.
Qu'est-ce que votre continent amène? Et dans ce quartier-là, qu'est-ce que ce petit Congo amène? Amène sa culture, amène sa connaissance, amène son savoir. Nous allons bientôt à l'asile des CAF. On va ouvrir les frontières. Il y a des économies qui vont s'embrasser. Il n'y aura plus de frontières. Avec le passeport CEMA, vous circulez. Mais si nous ne nous développons pas, mais les autres économies vont asphyxier notre économie. Nous serons envahis. Voilà. Tu peux prendre produit, ton bien ici, tu peux le vendre au Cameroun, tu peux le vendre au Gabon. Il n'y a plus de barrières douanières. Mais toi, si vous n'êtes pas préparé, mais les autres vont asphyxier chez vous. Or, en ce moment-là, mais nous sommes peut-être partis, ce sont nos enfants. C'est le président dit, attention, il parle de la population africaine en général, mais la congolaise aussi évolue. Elle a 70% jeune. Et cette jeunesse, elle doit savoir que ce soit par le biais surnaturel ou naturel, il y a toujours passation de génération. Et en ce moment-là, ce qui reste, au Congo devrait prendre le taureau par les cornes pour dire, la République est dans nos mains, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà pourquoi le chef d'État dit, attention, je vous appelle à prendre conscience de ce que nous allons évoluer, la population va augmenter, mais il faut que cette population augmente ait une incidence positive sur le développement de la nation. Merci. Vous avez, à la base du développement, M. Albert Miazekuta, c'est une ressource humaine qualifiée, valide. Et aujourd'hui, la population congolaise est à 70%. Le président de la République dit qu'en 2050, la population, l'Afrique va compter 2 milliards d'habitants, en majorité jeunes. C'est un atout indéniable pour le développement de l'Afrique, et particulièrement du Congo. C'est un atout et un défi. Un défi. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, le thème de la démographie, c'est un thème qui a toujours trouvé des chahuteurs, des polémistes, chaque fois qu'on l'a développé. On a dit l'Afrique n'est pas développée parce que, justement, elle est sous-peuplée. On l'a dit. Il y a des gens qui l'ont dit. Mais d'autres ont annoncé que la surpopulation, quelque part, si on ne la contrôle pas, si on ne fait pas attention, voilà, elle conduit à l'étouffement aussi des énergies et des... bon, on donne l'exemple du Niger. Le Niger où, en moyenne, une femme a 7 enfants. Et donc, on ne peut pas penser que le Niger soit aujourd'hui le pays le mieux développé de l'Afrique. Pourquoi vous parlez du défi? De défi. Et donc, nous aussi, on fera face à ce défi. Loin de moi l'idée de brider cette croissance démographique. Nous sommes un petit pays, c'est vrai, à l'échelle des autres. Notre voisin est déjà 2 fois plus grand que nous, mais nous avons aussi des pays qui sont plus, moins peuplés que nous. Et donc, le tout est de de disposer des énergies qui vont dans les besoins économiques qui sont les nôtres, économiques et sociaux. Et donc, si nous avons aujourd'hui 5 millions d'habitants, que dans 50 ans, nous serons peut-être à 17 millions d'habitants pour ce Congo-là, bien ces 17 millions d'habitants devraient suffire, à produire, pour que nous soyons plus dépendants chaque année de l'extérieur pour notre alimentation à hauteur de 100 milliards de dollars, que nous ne soyons pas à cette dimension-là de nains, finalement, nains économiques et nains productifs. Donc c'est un thème qui interpelle. Mais c'est vrai, la population est un atout. Nous sommes ici au Congo. J'ai été à l'étranger, travaillé à l'étranger, où j'ai vu des amis, des collègues qui venaient me dire, mais qu'est-ce que vous avez eu dans votre pays que vous ne soyez qu'à cette époque, nous n'étions qu'à 2,5 millions. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a eu un cataclysme, il y a eu quoi? Un genre Hiroshima, Nagasaki. Donc, vous voyez, c'est au moins dans l'esprit des entrepreneurs, des projecteurs économiques, une manière de dire que nous pouvons nous aider par la force dont nous disposons, qui est une force, j'allais dire, naturelle, et lorsque nous la négligeons, nous devons faire attention, parce qu'à ce moment-là, il faut la nourrir, il faut la soigner, il faut l'éduquer. De défis. Merci, M. Albert Miazekuta. M. Daniel Mbani, est-ce que les atouts de la population congolaise ou africaine en 2025, c'est un défi et un atout en même temps, selon vous? Bon, pour revenir sur
le panafricanisme. Non, le panafricanisme, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. On va parler de la ZLECAf, voilà. De la population africaine. Voilà, je suis content de quelque chose qui se passe actuellement dans notre pays. C'est le déclic au niveau de l'agriculture. C'est pour la première fois qu'on sent cet engouement sur cette agriculture mécanisée, hein, qu'on voit maintenant des hectares qu'on produit. Donc je dis que c'est quelque chose de déjà important. C'est-à-dire qu'il faut maintenant capitaliser. Il faut protéger cela. Il ne faut pas laisser aux gens qui sont là seulement à critiquer, mais vraiment encourager parce que demain, si ça continue, c'est sûr que nous allons... Parce que le président a même dit qu'il y a un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme. Il a toujours dit ça depuis les années 80. Actuellement, avec cette initiative où on voit partout le maïs, vraiment, 5 ans plus tard, si ça continue, si c'est vraiment, on a mis beaucoup de moyens, c'est sûr que le Congo va décoller. Okay. Il faut aussi encourager. Oui, encourager. Je vois beaucoup de mouvements au niveau de l'entrepreneuriat, le FONEA, tout. L'entrepreneuriat juvénile, hein? Oui, pour former les jeunes, c'est sûr que tous ne parviendront pas, mais une élite, d'ici 10 ans, il y aura pour une élite, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Des gens qui vont... Ok, donc, merci. Faut encourager ces initiatives. D'accord, ok, merci. On va parler maintenant du panafricanisme. Le président a dit qu'il faut vivifier les valeurs du panafricanisme. Il en a fait mention dans son discours hier. Oui, mais... Selon vous, le panafricanisme devient une idéologie incontournable aujourd'hui? Oui, madame, c'est un chef d'État qui a mis du temps au pouvoir et qui a créé des relations entre États, entre chefs, et qui comprend l'importance du panafricanisme. Je ne voulais pas vous rappeler qu'il a participé de beaucoup, le Congo, à l'indépendance de l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud. Il comprend que c'est en se mettant ensemble, dans ce sens-là, que l'on peut réussir. Et que l'Afrique a gagné. En fait, son discours a beaucoup porté sur l'Afrique. Sur l'Afrique. L'Afrique a beaucoup à gagner parce qu'il dit qu'on ne peut pas se développer en autarcie, en s'enfermant. On va y arriver. Il a parlé du multilatéralisme. On va y arriver. Multilatéralisme. Il va, c'est au niveau africain. Si nous ne vivifions pas le panafricanisme, c'est-à-dire si on ne cultive pas les idées qui mettent les États africains ensemble, dans la paix, la sécurité, voire grand, un commerce ensemble, en tout cas, tous les problèmes d'Afrique doivent être résolus dans cette entente, dans cette fraternité. C'est ce qu'il demande. Et il dit même que cette jeunesse qui arrive devrait s'approprier ce panafricanisme, avoir les idées évoluées des pères de ce panafricanisme qui ont vu plus fort, plus haut pour dire nous sommes un continent, c'est vrai, mais ce continent pour émerger, pour évoluer, a besoin que tous ses fils et ses filles se mettent la main dans la main, voient de la même direction. Et puis, monsieur a dit, Dominique, n'oublie pas que les pères du panafricanisme ont été combattus, hein? Mais évidemment, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient raison. Madame, l'Afrique était un continent colonisé. Oui. Si vous libérez, le colon perd une certaine puissance. Or, quand ces patrons, regardez ce Touré, qui dit « je préfère l'indépendance directement ». Je préfère la pauvreté à la liberté que la soumission dans l'opulence. Il dit, alors, et quand il a fait ça, mais il a nargué la France, qu'il ne l'a pas raté. La France a mis tous les bâtons dans les roues pour empêcher cela. Mais c'est parmi les grands défenseurs du panafricanisme. Ils ont payé de leur peau, ils sont nombreux. Pour ce panafricanisme, le Kwame Nkrumah et les autres. Donc, quand il appelle ça, il sait. Il sait aujourd'hui que le combat de l'Afrique passe encore par là. L'Afrique a encore beaucoup à faire. Parce que regardez, nous avons là, en ce moment précis, ce que j'appelle moi, une guerre par procuration. Qu'est-ce que j'appelle la guerre par procuration? Les grandes puissances se sont servies de la terre africaine. J'ai même écrit, et celle qui va sortir, une guerre par procuration. C'est une terre où la Russie arrive, les Chinois arrivent, les Américains arrivent. C'est là la guerre. Ils viennent chercher tout sur le continent africain. Si se battent pas pour l'uranium, ils se battent pour les minéraux en RDC. Partout, ils importent la guerre là. Tu entends? Les Chinois sont en Afrique, nous aussi on va les concurrencer. Les Allemands, les Américains. Donc l'Afrique devient un territoire qui subit une guerre par procuration. Et ce de le dire dans mes petites recherches d'écrivain, je tombe sur un document où Houphouët-Boigny dit: je vous rassure que demain, l'Afrique sera la plus belle femme du monde, que tous les hommes vont envier. Aujourd'hui, l'Afrique est cette belle femme du monde qu'on cherche.
Ok, Qu'est-ce qu'on ne veut merci. pas aujourd'hui? D'accord, l'Afrique aujourd'hui est cette belle femme Cette belle que tout le femme qu'on monde- cherche. Voilà pourquoi on dit, est en train sur de le cultiver. territoire africain, aujourd'hui nous vivons des guerres importées. Ok, merci. Voilà, on est sur ce point. Monsieur Albert Miazoukuta, aujourd'hui, la vivification du vivre ensemble que le président de la panafricanisme. République, du panafricanisme que le président Merci a évoqué hier soir, a fait mention dans son discours. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment il faut cimenter, il faut vraiment réaffirmer ces valeurs au niveau national? Oui. Mais l'affirmation, elle ne doit pas être ni théorique ni verbale. Oui, elle doit être ancrée dans notre action au quotidien. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une branche, un aspect des discours du président de la République qui, moi, un jour m'a marqué, c'était, je crois, il y a 2 ans. Il nous faut sortir du cycle de construction, destruction, reconstruction. Et l'Afrique, dans notre perception ou dans la perception qui nous conduit vers le panafricanisme, on est là. Vous savez, nous sommes nés aux indépendances il y a 65 ans. L'idée de panafricanisme était très forte. Donc nous avions des leaders forts, les Kwame Nkrumah, nous l'avons dit, les Mondlane au Mozambique, nous avons connu cela. Et puis après, ça fait, comme a dit un président français, ça fait pchit. C'est-à-dire que... À un moment, les leaders africains n'ont-ils pas été étouffés par la pression occidentale? Alors peut-être qu'il y a un aspect de cela, mais il faut aussi partir d'abord de notre propre autocritique. Je veux dire, regardons, nous avons 42 partis politiques retenus aujourd'hui au Congo. Combien ont dans le sigle de leur appellation la lettre A pour suggérer l'Afrique? Ce sont des partis centristes de ceci, mais à l'indépendance. Approprier les valeurs africaines, les valeurs du panafricanisme. Donc le A de Afrique, dans ces partis politiques, il est plus ou moins inexistant. Oui, le panafricanisme, et puis on invite les jeunes. Panafricanisme. Lorsque je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, et puis les partis politiques qui ont la mission, en temps normal, de former ces jeunes, j'ai l'impression qu'il y a un vide idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis politiques, vous demandez à un jeune pourquoi vous avez adhéré à un parti, il vous dira, hier encore, on disait c'était le socialisme, c'était Marx, c'était... Mais aujourd'hui, en termes d'idéologie, ces partis-là, moi je me demande s'il y a vraiment une idéologie. Est-ce que ces jeunes qui vont massivement dans ces partis sont formés? Bon, le panafricanisme, pour le comprendre au niveau de la jeunesse. Est-ce que le marxisme, le socialisme, un toto qui était devenu à la mode, impulsé par des jeunes à l'époque, dans les années 60, qui revenaient, qui étudiaient en Europe, ne nous ont pas égarés de notre chemin? Même la démocratie aujourd'hui, ces élections-là. C'est une aliénation, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc il faut approprier, vous appelez à l'appropriation de nos valeurs. Avec les mandats de nos présidents, aux 4 ans, il faut qu'ils finissent. C'est quoi? C'est l'Occident. Bon, or, l'Afrique, ce n'est pas réellement la même chose. Quand vous parlez du socialisme, effectivement, j'ai lu le président Lissouba disait que c'était une mode. Le président de Lissouba avait reconnu que c'était... Pourtant, c'est eux. Oui, tout à fait. Il partait de cette génération, les jeunes de l'époque. C'était une mode. C'est-à-dire c'est des jeunes qui sont venus d'Europe. Bon, nous arrivons à l'indépendance, on a des problèmes congolais. Entre-temps, il y a eu des affrontements en 59, dans les années 40. Nous avons encore des problèmes d'unité. Alors, le président Youlou se retrouve avec le président Pango et les Kukungangot, réfléchissent, ils se mettent ensemble pour bâtir l'unité. Et la preuve est que j'ai lu dernièrement le Premier ministre dans son discours en 2021, je crois, c'est le 15 août, il disait que le président Sassou disait que quand le président Opango est rentré, parce qu'il était en voyage lorsqu'on a arrêté le président Youlou, il est allé voir le président Sassou pour dire « Amène-moi là où se trouve mon président, comme on ferme aussi ». Vous pouvez imaginer que le président Opango, qui était l'adversaire de Youlou quelques années avant, aujourd'hui devient fidèle à son président au point d'accepter d'aller en prison. Ça montre que
ces gens-là, déjà, il y avait déjà eu un bon départ. Et même l'idée du parti unique, c'est l'idée du président Youlou. Mais ces jeunes-là, quand ils viennent avec les 3 glorieuses journées dont on ne parle plus aujourd'hui, le 13, 14 et 15 août. On parle maintenant uniquement du 15 août. Et quand ils sont venus avec ces mouvements, avec le socialisme venu d'ailleurs, parce qu'il y avait un problème de la guerre froide, qui n'avait rien à voir avec le Congo et l'Afrique. Hein, voilà. Et tout le monde s'est mis là, des années durant, en train de s'affronter. Et puis, on n'a pas mis l'accent sur le panafricanisme. Bon, tout au moins sur l'unité du Congo. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive en 97, c'était l'hécatombe. Mais il faut féliciter le président qui nous a ramenés aujourd'hui à vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de capitaliser. D'accord, ok, merci. Selon vous, il faut capitaliser cette valeur, le vivre ensemble, l'unité. Pour aller vers le panafricanisme, il faut d'abord que nous soyons très unis ici. Il faut que nous soyons capables de produire. Vous avez vu l'histoire des Rwandais, tout le monde a tremblé. Mais en fait, c'est des gens qui venaient certainement pour produire parce qu'ils savent cultiver. Mais nous, comme on cultive, il y a des étendues. On dit, bon, on donne ça aux gens. On a tremblé ici, bon, il fallait signer. Non, voilà, on veut donner les terres. Ok, bon, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, pour prétendre aller, comme disait tout à l'heure le monsieur Daniel Mbani, monsieur Aziz Dominique de Marseille, il faut vraiment d'abord, en interne, capitaliser l'unité, le vivre ensemble pour prétendre au panafricanisme? Mais ce n'est pas pour rien que le chef d'État revient sur le mot paix. Si nous ne sommes pas en paix à l'intérieur, nous ne sommes pas unis. Mais parce que la paix n'est pas qu'un problème d'absence de guerre. L'absence d'unité, d'entente, c'est-à-dire pas la paix. Même si nous ne sommes pas agressés à l'extérieur, si les ethnies ne s'entendent pas, les Mboshi et les Lari et les Vili et les Teke, les Bébés, les Dondo, ça va dans tous les sens. Le pays est désarçonné, la nation n'existe pas. La nation sous-entend un ensemble qui repose sur des valeurs, voilà, qui repose sur des données pour lesquelles tout le monde est d'accord. Oui. On est d'accord de vivre comme ceci, voilà notre loi fondamentale, on doit aspirer à une certaine évolution. Si à l'intérieur, nous ne sommes pas unis, comment voulez-vous aller au panafricanisme? Chaque peuple amène des idées. Mais le chef d'État qui représente ce peuple-là, il vient avec quel discours? Si dans son propre pays, il n'arrive pas à créer l'unité, il n'arrive pas à créer l'entente, quel discours va-t-il amener au concert des nations africaines? Il y a ça, comme je le disais tantôt, les nations africaines sont diverses. Nous sommes 55 États. Chez 55 États africains, chacun a sa culture, chacun a sa population. Il faut capitaliser cela en créant un tout capable d'être une nation. C'est un ensemble d'individus répondant aux mêmes critères. Les critères d'un Congolais, c'est qui? Voilà, le Congolais vit dans l'unité, dans l'entente. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme. Nous sommes moulus dans l'idéal. Le seul idéal, c'est de regarder le Congo à l'avant. Okay. Et quand vous avez un peuple comme ça uni, le président qui va parler au Conseil des Nations, il sait qu'il a un peuple qui suit. Voilà pourquoi le panafricanisme demande d'abord que le vivre ensemble interne soit consolidé avant d'aller au panafricanisme. Monsieur Albert Mianzoukuta, aujourd'hui pour prétendre parler du vivre ensemble, il faut d'abord cimenter les valeurs de l'unité, de la cohésion sociale. C'est un processus dynamique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se travaille, qui est le résultat d'un cheminement, d'une réflexion. Vous savez, il y a des choses, en regardant notre histoire brièvement, il y a eu dans ce pays, nous parlons de panafricanisme, mais il y a eu un parti, et même plusieurs d'ailleurs, qui se sont appelés le mouvement socialiste. Mais il y a eu des guerres, je dis guerres là au figuré, contre ce genre d'affirmation en disant non, le socialisme était seulement tel que l'avait défini Marx et Engels, etc. Nous ne pouvions pas le ramener ou le rabaisser. Donc, or, aujourd'hui, nous allons vers ce mouvement-là dans l'Église catholique, nous avons une expression un peu savante. On dit l'inculturation de ce genre de réalité. C'est-à-dire, il faut remettre nos réalités culturelles au cœur de ce que nous voulons fonder comme projet de société et donc les faire nôtres et pas seulement les proclamer comme ça. Voilà, nous le vivre ensemble, c'est un terme beau qui doit appeler chacun
à vivre avec l'autre pour constituer un vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est pas moi de là où je suis avec ma richesse, narguant les autres, qui va proclamer le vivre ensemble, etc. Donc, le président de la République fait bien d'y revenir de temps en temps. Oui, c'est ça. Ok, merci, monsieur Albert Miazoukuta. Nous allons continuer, toujours le président de la République dans son adresse à parler du multilatéralisme qui aujourd'hui a été fragilisé par des conflits au niveau international. Monsieur Aziz Dominique de Martial, est-ce que c'est une réalité indéniable, oui, une évidence? Le multilatéralisme s'oppose au unilatéralisme. Qu'est-ce que le multilatéralisme? C'est le fait que les États se mettent ensemble au sein des organisations comme l'ONU pour résoudre les problèmes mondiaux, problèmes de paix, de sécurité, de commerce international. Voilà. Parce qu'aucun État ne peut se dire, écoutez, excusez-moi l'expression, je m'en fous des autres, je vais seul. En termes de développement, il y a forcément des cloisons qui obligent les États à s'entendre, à commercer ensemble. Ce commerce diplomatique impose que chacun amène ses idées. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et nous avons un concert des nations qu'on appellera ONU. Arriver là-bas, on peut résoudre nos problèmes ensemble, et géré par le droit international. Alors, le multilatéralisme, c'est l'ensemble, c'est multiple. Alors, il y en a aujourd'hui qui prennent l'unilatéralisme. Je suis tout seul, je m'appelle tel, je suis tout fort, je peux aller tout seul. Mais sur mon regard, les États libres, je suis tout fort, je peux proclamer tout, je peux imposer les droits de douane à tout, je peux tout faire tout seul. Mais attention, quelle que soit ta force, quand le combat dure, le plus fort tombe. Quand le combat dure, le plus fort tombe. Attention, il moment reculer, regardez. Je ne connais pas de grande puissance aujourd'hui qui dit « je peux me foutre de l'Afrique », qui a toujours demandé. Ce sont les chefs d'État africains qui appellent à l'entente internationale. Le même discours, on le fait, Sassou le fait ici. Le même discours, vous verrez qu'un chef d'État va le faire. Toujours, ils appellent, parce qu'on s'est dit, bon, c'est des États qui sont dans un continent, qui sont des petits États, oui. Mais ces petits États ont des forces incroyables. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui dit nous fermons tout. Mais l'Occident va faire comment? Aujourd'hui, en Occident, il n'y a plus rien. Vous n'allez pas trouver l'uranium, vous n'allez pas trouver le pétrole, vous n'allez pas trouver tout. Si vous excluez l'Afrique, il y en a peut-être là-bas, oui. Mais l'Eldorado, aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et si l'Afrique, l'Eldorado, dit écoutez, les chefs d'État africains disent, allons dans le multilatéralisme, c'est-à-dire, soyons unis pour résoudre nos problèmes mondiaux. Le Congo dit j'ai tel problème, les États j'ai tel problème, la France mais on peut les résoudre dans un concert des nations et non d'aller seul. Voilà pourquoi voilà, il incite et dit, il prend ce multilatéralisme qui est un facteur déterminant pour l'évolution du monde et une évolution positive. Ok. Monsieur Albert Miazoukuta, est-ce qu'aujourd'hui le multilatéralisme est fragilisé par des guerres aujourd'hui? Il y a certains qui se croient qu'ils sont les superpuissances, ils peuvent imposer tout et puis quitte aux autres de suivre leur dictat. Alors, écoutez, certains, oui, mettez-le au pluriel, parce que je suppose que, comme Aziz Dominique de Marseille l'a dit, suivez mon regard, ne vise pas seulement Donald Trump et les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité mondiale qui fait que, vraiment, quelque part, nous avons découvert comme ça, un peu ahuri, que le multilatéralisme nous avait quelque peu protégés de beaucoup de choses. Le multilatéralisme nous devient beaucoup plus important qu'il ne nous apparaissait il y a seulement 4-5 ans. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons aujourd'hui des pays qu'on appellera plus petits pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, un des défis que pose l'action de M. Donald Trump ici, pour parler directement, c'est aussi qu'il nous révèle à nous-mêmes quelles sont nos faiblesses, qui pourraient être nos forces. Autrement dit, donc, Dominique Aziz de Marseille insiste beaucoup sur l'uranium, mais il n'y a pas que ça. Il y a les terres rares et il y a aussi des minerais dont nous ne sommes pas encore conscients nous-mêmes sur nos sols, dans nos océans, dans les superficies nationales que nous gérons, qui pourraient donc demain constituer la matière de, je ne dirais pas de marchandage, mais au moins d'échange avec tous ceux qui aujourd'hui sont en position de force. Le multilatéralisme, oui, il nous le faut. La guerre, non, certainement pas. Il faut vraiment la bannir. Et la force, et uniquement la force, non. Ça, c'est vraiment aller dans le mur. Parce que aujourd'hui, celui qui est fort
sera peut-être faible un jour. Je l'ai dit. Et donc, la guerre, voilà. le plus fort Merci, monsieur Miazokouta. Et aujourd'hui, le multilatéralisme, il y a une évidence, a été fragilisé par des conflits entre les États qui se disent, entre guillemets, les plus forts. Hein. Oui, Monsieur Daniel Mbani. Voilà, quand je suis au journal tous les jours, ce qui se passe à Gaza, je frémis, j'ai peur. J'ai peur de... Parce que hier encore, au sortir de la guerre mondiale, on avait l'ONU. Et même surtout nos pays. Quand vous avez des problèmes, vous attendez à ce que la communauté internationale intervienne, vous protège. Bon, mais lorsqu'on voit ce qui se passe dans ces pays-là, comme je viens de le dire, l'Ukraine ou Gaza, et quand on regarde un peu le silence, peut-être, je ne sais pas si c'est le silence ou bien c'est, je ne sais pas, le manque de volonté de ces pays-là, qui souvent sont ces pays qui nous aident. Ça dit que j'ai peur. Et ce qu'on doit faire, c'est comme a dit le président, c'est plutôt regarder comment nous fortifier par nous-mêmes, chercher les schémas. Parce que compter encore sur ces pays-là, c'est pas toujours... La première des choses, c'est d'abord regarder en interne comment consolider notre union et puis comment... Se servir, comme disait tout à l'heure M. Miazokouta, de nos faiblesses pour que ça soit vraiment nos acquis, les forces de demain. Voilà. Ça fait peur lorsqu'on voit les gens qui meurent tous les jours et qu'il n'y a rien ne se fait. Moi, ça me fait très peur. Ok, merci. Voilà, évoluons. Aujourd'hui, le président de la République a parlé des catastrophes naturelles dans les grandes agglomérations, avec des incidences sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire 65 ans après? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle entre autres français, le manque de canalisation, le manque d'une politique d'urbanisation cohérente 60 ans après? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand il y a des catastrophes, c'est-à-dire que les catastrophes naturelles, les pluies diluviennes, que la population soit prémunie? Mais, madame, il est difficile de prévoir les catastrophes de ce genre-là. Vous ne vous attendez pas qu'il va y avoir une grande pluie qui va ravager, un ouragan qui va arriver. On peut aussi prendre mais il faut prévoir aussi 65 ans après. Oui. Pour dire que le pays, il faut prendre des précautions de manière, comme on dit, scientifique. Comment on peut développer une ville, comment on construit une ville, sans attendre qu'une catastrophe, mais sachant que ce pont-là peut résister à tel événement. Ce pont-là peut résister à telle catastrophe. Ce pont-là peut, ce mur-là, ce caniveau, tout. On construit avec des grandes idées. Ce n'est pas construire des petites choses et on est dépassé dans 2-3 ans. Non. Construire avec des grandes idées, voire plus grand. Construisons pour voir plus grand. Ce bâtiment que je mets, quelle que soit la force qui va arriver de n'importe quelle intempérie, le bâtiment tiendra. Bon, ce pont tiendra. Aujourd'hui, le changement climatique devient un adversaire incroyable, terrible pour l'humanité. Ça ravage partout. Voyez-vous, même en Europe, les gens meurent là. La chaleur, la canicule. Qui savait qu'aux États-Unis, un ouragan pouvait emporter toutes les maisons comme ça, et même une inondation. Et donc, aucun pays n'est épargné. Et quand le président parle de reboisement, on parle même de la décennie mondiale de la forestation. Il a dit que ça a de été 2021 à 2050. Approuvé au niveau de C'est pour dire qu'il faut qu'au niveau, c'est une théorie internationale qui dit chaque pays devrait, avec des citoyens, planter des arbres, développer ses ressources forestières pour que l'on puisse garantir la biodiversité dans tous les sens, pour que ça puisse nous prémunir de toutes ces catastrophes-là. Et la décennie mondiale de cette afforestation qui est déclenchée de 2021 à 2050 demande à ce que chaque pays prenne conscience. Mais nous, au Congo, on n'a pas attendu. On a un chef d'État suffisamment visionnaire qui a commencé à nous parler de cette histoire-là, la journée de l'arbre, tout et tout. Voilà pourquoi au niveau international, c'est un peu comme on dit, c'est le génie de l'écologie chez nous. C'est quelqu'un au niveau africain à qui on a donné toutes les compétences possibles pour réfléchir sur ces phénomènes. Mais d'ailleurs, c'est lui qui porte ce combat-là à bras le corps au niveau international, reconnu par tous ces pays. Mais qui savait que ce que Sassou nous demandait depuis des années deviendra aujourd'hui une réalité internationale qui interpelle tous les États, à tel point que les Nations Unies prennent cette fameuse décision de reboisement au niveau international.
Donc ça va nous rattraper. Et pour lui, parmi les dangers qui menacent l'humanité, il n'y a pas que la guerre nucléaire, il n'y a pas que la bombe nucléaire. Il y a ça, c'est une véritable bombe qui menace l'équilibre social et qui menace les nations. Et si nous prenons garde, ben on va tous être engloutis. Voilà pourquoi il attire l'attention en chef d'État visionnaire. Merci, monsieur Aziz Dominique de Marseille. Monsieur Albert Miazoukoute est aujourd'hui décennie mondiale de la forestation, qui devient une évidence incontournable. Il ne s'agit plus maintenant de faire simplement de la politique en disant « Ah oui, ça c'est eux, nous, on a... » Non, non, non. C'est une situation qui concerne le monde entier. J'aimerais attirer l'attention sur les plus jeunes d'entre nous. Il y a encore, je ne sais pas, moi c'était dans mes années de lycée, là, donc sur la colline de Mukondo, qui était boisée au naturel. Eh bien voilà, nous on allait là-bas, on allait réviser nos leçons, etc. C'est une forêt, etc. Aujourd'hui, tout est dévasté et ce sable-là, qui est venu constituer ce qu'on appelle le quartier de l'ombre, a enseveli même une station d'essence. L'érosion a trouvé son chemin. A trouvé son chemin et donc c'est ça, en regardant tout cela, on se dit, mais c'est vrai que nous ne sommes pas à l'écart des phénomènes de dévastation de l'environnement et il ne s'agit pas de faire seulement le constat, il s'agit aussi de prévenir. Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème qui interpelle tous les Congolais, comme disait tantôt M. Albert Miazoukoute, concernant les changements, la forestation? Moi, la forestation, je viens d'un village de forêt. Je suis de Kingani, c'est à Komono, c'est dans la forêt du massif du Chahut. J'ai grandi là-bas, les vacances comme ça, on allait en chasse avec les parents. Mais chez nous, à l'époque, il y avait des hectares d'Okoumé. C'était des hectares. Mais aujourd'hui, hier encore, les exploitants qui venaient d'Europe avaient des techniques où ils pouvaient couper l'arbre et vous ne constatez pas. C'est-à-dire qu'ils coupent, ils retirent juste là et la forêt reste. Mais aujourd'hui, avec nos amis qui viennent de l'Asie, ils détruisent les forêts. Mais moi, je pense que parce que chez nous, par exemple... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une politique cohérente pour lutter contre les changements climatiques. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup des forêts de la cuvette, peut-être du Mayon, mais chez nous, là-bas, dans le massif du Chahut, le Koumé, c'est une essence rare. Vous avez vu le président gabonais avec le flambeau. Vous voyez, le flambeau là qu'il a donné à l'autre. Mais cette cire-là, c'est la sève de l'Okoumé. Chez nous, dans la tradition, en fait, c'est ce qui éclaire nos forêts. Vous voyez? Donc, c'est un arbre très important. Mais aujourd'hui, on est en train de détruire ces forêts-là. Bon, dans le reboisement, je ne sais pas, au niveau de Mme Matondo, est-ce qu'il y a une politique? Tout à fait, une politique de reboisement depuis des années. C'est une essence à travers un projet, le PRONA. Oui. Par exemple, merci. Le premier l'Okoumé. Voilà. Okay. Merci, M. Mbani. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, aujourd'hui, le président aussi parle du triptyque de notre devise. Unité, travail, progrès. Qu'en pensez-vous, monsieur? Est-ce qu'aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes toujours... cette devise-là a toujours son essence? Absolument. C'est ce qui résume toute la vie des Congolais en 65 ans. Il faut bien l'unité, le travail et le progrès. On ne peut pas travailler si on n'est pas unis. On ne peut pas atteindre le progrès si... En fait, les trois s'imbriquent l'un dans l'autre. Ils y vont comme ça. Donc, c'est des notions qui se consomment et se consument ensemble, qu'on ne peut pas séparer. Et quand le chef d'État nous le rappelle, évidemment, 65 ans, consolidant ce triptyque-là, c'est l'emblème même de notre République. À côté de ce drapeau, quand on dit unité, travail, progrès, c'est la devise qui avec le drapeau, forme les insignes de la République. On ne peut pas aujourd'hui, 65 ans, ne pas comprendre que c'est même ce qui fonde la vie de notre nation. On ne peut pas faire autrement que de cimenter la République sur ses bases. Ok. Monsieur Albert Miazoukoute, il faut cimenter la République. À travers sa devise, unité, travail, progrès. Sans doute, oui. Sans doute. Mais il faut y mettre les moyens et il ne faut pas s'arrêter simplement à la seule proclamation. Parce que l'unité, ça c'est un élément, j'allais dire, prospectif. C'est quelque chose qui nous amène vers les lendemains de notre pays et de notre vie en société commune. Seulement,
le travail, il faut qu'on l'ait. Il faut le produire, le travail, il faut le fournir. Mais beaucoup d'autres choses qui sont la combinaison de beaucoup de choses qui, alignées, vont produire un effet, et cet effet-là va être ce qui va nous faire vivre. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre plateau spécial 65 ans de l'indépendance. Le Congo aujourd'hui atteint l'âge de la maturité. Nous devons intérioriser. Nous devions chaque jour, ça doit hanter notre conscience. La devise de la République du Congo, unité, travail, qui va nous amener au progrès. Merci et à la prochaine occasion.